Le soleil des indépendances n'avait apporté que la misère, la sécheresse et les coups d'État. Nkrumah a écrit ça en 1968, pas en 2024 ni en 2010, en 1968. 4 ans après que la Côte d'Ivoire avait fêté son indépendance avec des discours au balcon et des drapeaux tout neufs. 2 ans après le premier coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest. Et cet homme regardait autour de lui et il voyait déjà ce que la plupart des gens refusaient de voir. Ce que j'ai découvert en réalisant ce livre de Nkrumah, cela m'a mis mal à l'aise, ce livre de Nkrumah, parce que tout ce qu'il avait décrit en 1968, on le vit encore aujourd'hui. Et j'ai lu ce livre au lycée en Côte d'Ivoire. Et j'avais quoi, peut-être, je dirais 15 ou 16 ans. Et je l'ai lu parce qu'il était au programme. Et je suis passé complètement à côté de ce qu'il disait, en fait, ce livre. Et là, je viens de le relire avec les yeux que j'ai aujourd'hui. Et là, j'ai compris pourquoi certains gouvernements africains avaient essayé d'interdire ce livre. Parce qu'il dit une vérité que personne ne voulait entendre en 1968. Et que beaucoup de gens ne veulent toujours pas entendre aujourd'hui. Ce livre de Les soleils des indépendances d'Amadou Nkrumah. Et avant d'ouvrir ce livre, il faut savoir qui l'a écrit et dans quel monde. Amadou Nkrumah est ivoirien. Il est né en 1927 dans une famille malinké de la région de Bondiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Il grandit sous la colonisation française, pas dans les livres d'histoire, dans son corps. Et dans sa vie quotidienne, on le remarque. Il fait des études techniques à Bamako, puis en France. Il revient en Côte d'Ivoire, il travaille, il observe. Et en 1968, 8 ans après les grandes fêtes de l'indépendance, il écrit ce roman. Voilà ce qui s'est passé quand il a essayé de publier ce livre. Il envoie son manuscrit aux grands éditeurs parisiens tels que Gallimard, Le Seuil, les plus grands noms de l'édition française de l'époque. Eux tous, ils refusent. Ils disent que le style est trop bizarre et la langue est incorrecte. Mais c'est pas vrai. Nkrumah n'avait pas écrit en français standard. Il avait pris la langue du colonisateur, le français, et il avait plié, tordu, transformé pour qu'elle pense comme un malinké. Donc les phrases ont un rythme différent, une musique différente. On sent que quelqu'un pense dans sa propre langue et traduit pas mécaniquement, mais avec toute la force de sa façon de voir le monde. Ce n'est pas un accident stylistique, c'est une déclaration. Je refuse d'écrire dans ta langue comme si c'était la mienne depuis toujours. Donc le livre est finalement publié au Canada, à Montréal, loin de Paris, loin des gardiens qui décidaient ce qu'un auteur africain avait le droit de dire. Et quand le livre arrive en Afrique, des gouvernements africains essaient de le bloquer. Pas les gouvernements français, les gouvernements africains. Parce que Nkrumah ne s'attaque pas seulement à la colonisation, il s'attaque aux élites africaines qui ont pris le relais. Il montre comment les nouveaux présidents, les nouveaux partis uniques, les nouveaux chefs là, ont reproduit exactement les mécanismes de l'oppression coloniale avec des visages différents. Et ça, en 1968, c'était déjà dangereux à dire. Refusé par Paris pour sa langue, interdit en Afrique pour ses idées, ce livre n'avait pas d'endroit où aller, sauf dans les mains des gens qui avaient besoin de lire ce qu'il disait. Le personnage principal du livre s'appelle Fama Doumbouya, et Fama, c'est un prince, pas un prince de conte de fées, un vrai prince, descendant d'une grande lignée malinké qui régnait sur une région entière avant que les Français arrivent et prennent tout. Et pendant la colonisation, Fama perd tout, ses terres, son pouvoir, sa dignité, mais il se dit, ça va changer quand les Français partiront, les gens comme moi reprendront leur place. Mais l'indépendance arrive, donc les discours, les drapeaux, la liberté. Donc Fama attend qu'on vienne le chercher, mais personne ne vient. Les nouveaux présidents, les nouveaux partis, là, ils n'ont aucune intention de partager le pouvoir avec des anciens princes. Ils ont construit leur propre système. Tu votes pour moi, je te donne un poste. Tu es fidèle au parti, tu manges. Tu n'es pas dans le réseau, tu n'existes pas. Donc Fama finit à traîner dans les rues d'Abidjan, à assister aux funérailles des uns et des autres pour toucher quelques pièces ici et là et survivre. Posons les questions concrètes. Aujourd'hui, combien de pays africains ont eu 3 ou 4 ou même 5 présidents depuis l'indépendance en changeant de nom sur les portes des ministères sans changer la structure en dessous? Combien? Combien de constitutions ont été réécrites non pas pour mieux gouverner mais pour maintenir les mêmes créneaux, les mêmes réseaux au pouvoir? Combien de milliards ont quitté le continent pendant que les discours sur le développement continuaient dans les salles climatisées? Combien? Ce que Nkrumah montre avec Fama, c'est
le mécanisme exact. La colonisation a créé des États construits pour extraire, pas pour développer. Mais l'indépendance a mis en fait les Africains aux commandes de ces États. Mais personne n'a changé la structure. Personne n'a osé ou même n'a posé la vraie question, à quoi sert un État? Pour qui fonctionne vraiment un État? Donc les mêmes tuyaux, les mêmes mécanismes, les mêmes résultats, juste des noms différents sur les portes des ministères. C'est tout. C'est pas un accident, c'est un système hérité. Et Nkrumah l'avait vu en 1968 avec un presse qui vend sa dignité aux enterrements. Quand tu lis ce livre pour la première fois, c'est ce qui m'est arrivé au lycée. Tu te dis, beau titre, c'est lumineux, c'est bien, plein d'espoir. Tu vois le soleil qui se lève sur l'Afrique libre. Tu te dis, oh, quelle indépendance, quelle liberté. Mais c'est exactement ce que Nkrumah veut que tu penses dans un premier temps, parce qu'ensuite, il retourne la phrase dans tes mains. Réfléchis à ce que fait le soleil en Afrique de l'Ouest quand il y en a trop. Il brûle les récoltes, il assèche en fait les rivières, il tue les vieux et les jeunes enfants quand l'eau manque. Trop de soleil, ça s'appelle une catastrophe. C'est exactement ce que Nkrumah dit sur l'indépendance. Elle devait être la lumière au départ, le soleil des indépendances. Mais cette indépendance, elle est devenue une autre forme de chaleur qui étouffe. Elle a brûlé les espoirs des gens comme Fama. Elle a asséché les promesses des premiers discours. Et ceux qui souffraient avant continuent de souffrir. Mais maintenant, personne ne peut dire que c'est la faute des Blancs parce que les Blancs sont partis. C'est ça le génie cruel du titre. Il te vend une promesse de lumière et le livre passe les 200 pages suivantes à montrer la brûlure. Regarde le planteur de cacao ivoirien qui produit 40% du cacao mondial et gagne moins de $2 par jour. Le soleil tape fort sur ses champs, mais la richesse de ce qu'il produit pas ailleurs. Nkrumah n'avait pas ces chiffres en 1968, mais il avait vu l'avenir. C'est l'idée la plus difficile du livre et la plus importante. Fama ne se bat pas vraiment. Il se plaint en fait. Il maudit les temps modernes. Il invoque Allah. Il attend que les choses changent d'elles-mêmes. Et la première réaction quand tu lis ça, c'est « Mais fais quelque chose, Fama. Lève-toi, organise-toi, résiste, fais un truc. » Et Nkrumah te laisse avoir cette réaction. Et ensuite, il t'explique pourquoi cette réaction est elle-même un problème. Parce que Fama n'est pas lâche, Fama n'est pas stupide. Fama est quelqu'un qui a été colonisé. Et la colonisation, ce n'est pas juste prendre les terres et les richesses de quelqu'un. C'est lui faire croire que c'est normal, que c'est comme ça, que les gens comme lui n'ont pas leur place aux grandes tables, que le destin a décidé pour lui et que se battre ne sert à rien. Et ce mécanisme-là, ce truc-là, cette destruction de la confiance en soi, de la capacité à imaginer un autre futur, il ne disparaît pas du jour au lendemain, où le drapeau change. Non, il reste dans la tête des gens, dans les corps, dans la façon d'élever ses enfants. Donc, il se transmet cette mentalité. C'est pour ça que Nkrumah ne juge pas Fama. Il le montre, il dit, regarde cet homme, comprends pourquoi il est comme ça. Et pose-toi la vraie question. Combien de familles de la diaspora africaine installées en France, en Belgique, au Canada, depuis des années, ont transmis à leurs enfants cette idée, jamais dite de façon explicite, mais transmise dans leur comportement, que certaines places ne sont pas pour nous, que viser trop haut, c'est se préparer à tomber. Ne vise pas trop haut. Nous, on est en bas. Eux, ils sont en haut. C'est normal. Nkrumah ne fait pas de la psychologie, il fait de la politique. Il dit, ce n'est pas la faiblesse d'un homme. C'est le résultat d'un système. Et si tu ne normes pas ce système, tu vas continuer à juger les Fama au lieu de comprendre ce qui les a produits. Ouvre ce livre du début à la fin et tu ne trouveras pas le mot franc CFA. Tu ne trouveras pas les accords de coopération. Non, ces textes signés entre la France et les anciennes colonies en même temps que les actes d'indépendance. Et ces accords qui disaient, en gros, vous êtes souverain sur le papier, mais votre monnaie reste sous notre contrôle français. Vos matières premières continuent de transiter par nos ports. Vos armées restent formées par nos officiers. Et si un de vos présidents décide de sortir du système, on s'occupe de lui. Nkrumah ne parle pas de tout ça. Mais en 1968, nommer ces mécanismes avec cette précision, c'était risqué. Il avait déjà du mal à trouver un éditeur. Il ne va pas se permettre de nommer tout ça. Mais tout ce qui vit Fama dans le roman, la pauvreté qui ne part pas, les nouveaux chefs qui s'enrichissent, l'État qui promet et ne tient jamais promesse, c'est la conséquence visible au niveau d'un homme ordinaire
de ces systèmes invisibles au niveau des États. Nkrumah n'a pas donné de symptômes. Le diagnostic, on le connaît mieux maintenant. On voit ce que se passe. Le planteur de cacao dans le nord de la Côte d'Ivoire qui gagne 2 dollars par jour pendant que les multinationales réalisent des milliards, c'est Fama. Le jeune diplômé africain qui part en Europe parce qu'il ne voit aucun avenir dans son pays, c'est Fama. La famille qui envoie de l'argent au village depuis la banlieue parisienne parce que l'État ne remplit pas les fonctions, c'est aussi Fama. Des visages différents, mais c'est le même mécanisme. C'est le même. Nkrumah n'avait pas les outils économiques pour tout nommer, donc il avait quelque chose de plus fort. Un personnage qui marchait dans une rue d'Abidjan et qui avait faim. Aucun rapport de la Banque mondiale ne te donne ça. Et ce livre a été refusé par les éditeurs parisiens parce qu'il était trop honnête. Il a été interdit par le gouvernement africain parce qu'il était trop juste. Et aujourd'hui, il est dans des programmes scolaires ivoiriens et africains. Lu très vite, résumé sur des fiches et oublié après l'examen. C'est ça le meilleur moyen de neutraliser un livre dangereux. Pas l'interdire, mais l'enseigner sans vraiment le lire, l'encadrer dans des questions de bac, dans des analyses stylistiques, dans des dissertations sur le rapport à la tradition chez Nkrumah, le réduire à une liste de procédés narratifs, tu vois. Comme ça, il est au programme. Le système peut dire, on l'enseigne, on n'a pas interdit le livre, mais la question centrale du livre, est-ce que l'indépendance a vraiment changé quelque chose pour les gens ordinaires? Cette question-là, on évite soigneusement de la poser en classe, parce que ce livre, quand tu le lis, moi j'ai une liseuse, mais quand tu le lis, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Moi, à 16 ans, j'ai lu exactement comme ça. Je cherchais les figures de style. Je n'entendais pas vraiment ce qu'il disait. Ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les systèmes que Nkrumah critiquait en 1968, certains sont encore là. Et ce sont ces mêmes systèmes qui financent aujourd'hui les manuels scolaires où son livre figure. Le soleil des indépendances, c'est l'histoire d'un homme qui attendait que la liberté tienne à ses promesses et qui a attendu toute sa vie. C'est un écrivain qui a dit la vérité en 1968 que Paris a refusé et qu'Abidjan a essayé d'interdire et qu'on enseigne aujourd'hui en espérant que personne ne l'entende vraiment. C'est l'histoire d'un miroir qu'on entend à l'Afrique depuis 60 ans et que peu de gens ont encore le courage de regarder en face. Quel livre africain vous a forcé à avoir ce que vous ne vouliez pas voir? Celui que vous avez lu à l'école sans vraiment l'entendre et que vous avez relu plus tard en vous disant « il avait raison depuis le début ». Dites-le moi en commentaire, c'est fait pour ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et que dit d'autres. À très bientôt mes amis pour une toute nouvelle vidéo.